Cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour et bienvenue à ce dernier Cartes sur table de l'année 2020. 45 jours après la signature de l'accord de capitulation, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé hier la tenue de législatives anticipées en Arménie en 2021. En Artsakh, le président élu en mai, Aray Harutyunyan, a annoncé sa volonté de quitter le pouvoir dès que possible. Sur le terrain, après la perte de près de 75% de l'Artsakh, qui ramène le pays à sa situation d'avant 1991, c'est maintenant sur les frontières sud de l'Arménie que se reportent non pas les combats, mais les disputes territoriales de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. À Yerevan et un peu partout en Arménie, des manifestations, dont fait partie la FR Tashnak-Soutoun, se tiennent avec un nombre important de manifestants. Mais sur les réseaux sociaux et dans les médias arméniens, ils sont aussi nombreux à soutenir le Premier ministre arménien, considérant qu'il ne pouvait rien faire d'autre et qu'il ne voulait à aucun prix le retour des anciens, qu'entraînerait le départ de Pachinian. Pour comprendre comment on en est arrivé là, nous avons souhaité avoir sur ce plateau Murat Papazian en tant que bureau mondial de la FR Tashnak-Soutoun pour un échange franc sur la situation en Arménie et pour pouvoir lui poser toutes les questions avec Vilma Kuyumjan qui m'accompagnera ce matin et d'avoir toutes les réponses que nous sommes en droit d'attendre. Murat Papazian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez accepté en nous demandant expressément d'indiquer que vous ne vous exprimerez que en tant que bureau mondial de la FR Tashnak-Soutoun et que nous ne devions pas indiquer le fait que vous êtes également coprésident du CCAF. Alors, première question simple, pourquoi ? Merci d'abord pour cette invitation qui me permet de m'exprimer sur la situation intérieure de l'Arménie. C'est la première fois que je le fais depuis le 10 novembre. J'ai tenu effectivement à ne pas m'exprimer en tant que coprésident du CCAF parce que le CCAF est une organisation au sein de laquelle il y a des associations qui ont des positions divergentes les unes par rapport aux autres, par rapport à la situation de politique intérieure de l'Arménie et par rapport à l'appréciation sur la nécessité ou pas que Nikol Pachinian démissionne, ce qui est le grand débat aujourd'hui qui secoue le monde arménien après la capitulation. Et donc j'ai trop de respect pour le monde associatif arménien pour les engager à l'encontre de leur propre positionnement. Donc je le précise bien, Ala Toranian lui s'est exprimé à plusieurs reprises en tant que directeur des Nouvelles d'Arménie dans Nouvelles d'Arménie. Je m'exprime moi en tant que bureau mondial de la FR Tashnak-Soutoun et non pas, je le précise encore une fois, en tant que coprésident du CCAF. Dans le CCAF, il y a des organisations qui sont pour la démission de Nikol Pachinian, des organisations qui soutiennent Nikol Pachinian. Le débat est interne, il se déroule dans les meilleures conditions possibles et donc nous avons décidé que le CCF ne s'exprimerait pas sur cette question-là. Alors, revenons maintenant à ce débat. Beaucoup d'Arméniens de France restent néanmoins sous le choc de ce qu'ils viennent de vivre et peuvent se croire peut-être dans un mauvais rêve. Tellement on leur avait vendu cette victoire possible, on l'a cessé de répéter, Artelouyenk, Artelouyenk. Comment en est-on arrivé là ? C'est la vraie question qui se pose et je voudrais faire un petit développement et revenir 25 ans en arrière probablement. Lorsque l'Arménie s'est constituée indépendante en 1991, on était en plein encore dans la question de la lutte de libération du Haut-Karabakh, dans le combat du Haut-Karabakh qui était mené ardemment du côté arménien, avec une organisation qui était celle qu'elle était, assez désordonnée, mais avec des combattants, et avec l'armement qui était celui de 1991, 1992, 1994, avec le cessez-le-feu qui avait consacré la victoire arménienne, en fait, sur l'Azerbaïdjan. À partir de ce moment-là, en fait, l'Arménie, qui était dans une situation économique compliquée, sociale compliquée, qui sortait de la guerre, qui avait juste abouti à son indépendance, en fait, n'a pas mis en place, en fait, tout le dispositif d'organisation militaire, sociale et économique d'un pays en guerre. Parce qu'en réalité, l'accord de 1994 est un accord de cessez-le-feu, mais qui n'arrête pas la guerre. Qui n'arrête pas la guerre. En fait, il n'y a pas eu d'accord définitif puisque le groupe de Minsk créé en 1992, en fait,
était en charge de l'organisation d'une paix définitive entre l'Arménie, l'Artsakh et l'Azerbaïdjan. Et donc le cessez-le-feu de 1994 n'est pas un point final à la guerre. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, on se rend compte que, on le disait, moi je l'ai dit à plusieurs reprises à ce micro-là, le temps ne milite pas pour nous, puisqu'on se rendait compte qu'année après année, l'Azerbaïdjan se surarmait, avec des milliards de dollars d'armement tous les ans, et nous savions pertinemment que l'Arménie n'était pas dans la même tendance, puisque le budget, on avait répété à plusieurs reprises, que le budget militaire de l'Azerbaïdjan dépassait largement le budget global, en fait, de l'Arménie, de l'État arménien. Et en fait, l'organisation du pays, 1994, 1996, 1998, avec l'arrivée de Robert Kocharyan, qui est issu du Haut-Karabakh et donc qui a participé au combat de libération du Haut-Karabakh, 1998-2008, avec l'arrivée de Serge Sarkissian, 2008-2018, on se rend compte a posteriori, en fait, que dans ces 20 années-là, dans ces 24 années, si on prend les années précédentes avec les Lévon Petrosyan également, en fait, tout n'a pas été mis en œuvre pour préparer l'Arménie à affronter, en fait, la guerre. Or, on se rend compte, puisque le point final n'est pas donné à ce conflit-là, en réalité, que l'Azerbaïdjan se surarme, et que les principaux vendeurs d'armes de l'Azerbaïdjan sont ceux qui, dans le cadre du groupe de Minsk, sont censés faire respecter la paix, eh bien, en réalité, l'Azerbaïdjan se surarmait et préparait la guerre. Quand on dirige un État et qu'on est en état de guerre, il faut s'attendre à n'importe quel moment que la guerre reprenne. Et lorsqu'on a un ennemi comme l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, qui bénéficie de richesses que l'Arménie n'a pas, énergétique, et que publiquement on sait pertinemment que des milliards de dollars par an sont consacrés au renforcement militaire, on prend les dispositions qui s'imposent. On prend les dispositions qui s'imposent de 1998 à 2018, ce qui n'a pas été fait, mais parallèlement, ces gouvernements-là avaient la connivence avec la Russie, avaient avec la Russie une relation qui était une relation de confiance d'État à État, puisqu'au cours de ces gouvernements-là, la Russie a reconduit le partenariat stratégique avec l'Arménie sur le long terme. C'est la Russie qui protège la frontière avec la Turquie, et on sait pertinemment que c'est la Russie qui régule la paix ou la guerre dans le Haut-Karabakh. En fait, c'était un armement par substitution. C'est-à-dire c'est la Russie qui a en fait assuré la protection de l'Arménie et de l'Artsakh. C'est la Russie qui a assuré la protection de l'Arménie, et c'est la Russie qui a assuré la régulation, j'insiste bien sur ce mot-là, la régulation de la paix ou de la guerre dans le Haut-Karabakh, puisque la responsabilité de la Russie par rapport à l'Arménie n'est pas la même, on l'a bien vu, que la responsabilité de la Russie par rapport à l'Artsakh, puisque internationalement, l'Artsakh fait partie de l'Azerbaïdjan, et que la Russie respecte effectivement les accords internationaux, puisqu'en réalité, le conflit n'est pas résolu et que depuis 1994, on est dans des négociations qui n'aboutissent jamais. Jamais, d'ailleurs, la plupart du temps, à cause du camp azerbaïdjanais, mais n'aboutissent pas. Alors restons sur cette histoire militaire, purement militaire. Ce qui est reproché beaucoup au président précédent, le Premier ministre actuel, Nicole Pachinian, c'est que par la corruption, par un certain nombre de détournements, ils ont mis de côté, ils ont empêché une modernisation de l'armée. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est entendable ? Il a raison. Sur ce point, il a raison. Il a raison parce qu'en fait, les 20 années de pouvoir de 1998 à 2018 n'ont pas été à la hauteur de la situation géopolitique et géostratégique de l'Arménie. On est un pays, un État entouré d'ennemis, avec la Turquie à l'ouest, l'Azerbaïdjan à l'est,
une relation complexe avec la Géorgie au nord, qui a une alliance stratégique avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, et un accès difficile au sud avec l'Iran qui est sous embargo international. Donc effectivement, ces régimes-là n'ont pas créé les meilleures conditions possibles pour que l'Arménie puisse se développer. Économiquement, je vous rappelle que nous avons fait partie d'un certain nombre de gouvernements sous Robert Kocharyan, très peu sous Serge Sarkisian, mais tout de même, et je m'expliquerai sur ces engagements-là, si vous le souhaitez, dans un prochain temps, tout à l'heure. Et donc, nous étions dans une Arménie où l'Arménie ne s'armait pas, ne se préparait pas à la guerre, dans une Arménie où le libéralisme économique imposait l'injustice sociale, dans une Arménie qui ne se développait pas pour permettre à la population de subvenir à ses propres besoins et inciter donc à l'immigration. Bref, nous étions dans une Arménie, nous l'avons dénoncé à de nombreuses reprises, injuste socialement, insuffisante économiquement et qui privilégiait en fait les richesses du plus petit nombre contre le niveau de vie du plus grand nombre. Nous avons dénoncé ça à plusieurs reprises, ce qui fait en fait en réalité que l'Arménie ne se renforçait pas comme l'Azerbaïdjan se renforçait et l'Arménie ne se renforçait pas non plus comme la Géorgie s'est renforcée économiquement. En effet, le budget total de l'Azerbaïdjan équivalait le budget de l'armement de l'Azerbaïdjan équivalait au budget total de l'Arménie. Absolument. Donc, pourquoi ces régimes précédents? Donc, on parlera des 2 ans et demi de Nicole Pachinian, mais n'est-ce pas ces régimes précédents qui ont aussi provoqué cette guerre? Parce que, donc, comme vous l'avez dit, beaucoup de corruption, auto-enrichissement. Donc, injustice sociale, le système judiciaire, les juges qui provoquaient cette injustice sociale, donc ces palais dans lesquels ils vivaient, ces gens-là. Et donc, c'était l'argent qui devait aller à l'armement, et cela n'a pas été fait. Donc, n'est-ce pas ça qui a provoqué aussi l'arrivée de Nicole Pachinian? Nicole Pachinian est la conséquence de toutes ces politiques. Je pense que vous avez raison, je l'ai dit d'ailleurs, j'ai tenu à le dire en propos premier de mon introduction, ces 20 années-là n'ont pas permis à l'Arménie de se renforcer comme elle le devait en tant que pays en guerre. Quand on est un pays en guerre et qu'on est entouré d'ennemis, on organise le pays différemment sur le plan économique, sur le plan social. On met tout en œuvre pour que sa population reste, parce qu'un pays qui est riche de sa population est un pays qui résiste mieux à l'attaque de l'ennemi. Rien n'a été mis en œuvre pour peupler le Karabakh, comme il aurait fallu qu'il soit peuplé effectivement. Les relations avec la diaspora ont été des relations superficielles qui ont été gérées par les grands shows Arménie-Diaspora qui n'avaient aucun sens. D'ailleurs, moi, je n'ai participé à aucune des conférences Arménie-Diaspora. J'ai toujours refusé de participer à ces conférences-là parce que je considérais que c'était des shows sur lesquels le pouvoir se reposait pour exprimer à la population que la relation était extrêmement construite avec la diaspora. C'est faux. C'est faux. On pourrait y revenir tout à l'heure, parce que l'Arménie pourrait ne plus être un pays de 2,5 millions d'habitants, mais pourrait être un ensemble de 13 millions d'habitants, si elle le voulait, en réalité. Un ensemble de 13 millions d'habitants répartis dans le monde entier. Et ça créerait une nouvelle dynamique, une nouvelle force, un nouveau centre d'intérêt par rapport à des partenaires qui regardent l'Arménie un peu comme le parent pauvre du Caucase. Donc oui, Vilma, vous avez raison de le souligner, je le confirme, et je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, ces 20 années de pouvoir n'ont pas été suffisamment engageantes, n'ont pas été suffisamment
forte pour que l'Arménie puisse se développer, garder sa population, construire une armée, mettre en place un système économique qui soit plus égalitaire, mettre en place un système de justice sociale qui puisse permettre à la population de travailler dans le pays dans de bonnes conditions pour éviter de quitter le pays, etc. Parce qu'on sait bien que tous les Arméniens qui ont quitté l'Arménie pour aller à l'aventure auraient préféré rester en Arménie, travailler en Arménie, élever leurs enfants en Arménie, participer à la défense de l'Arménie. C'est bien sûr évident parce qu'en fait les vagues d'immigration sont provoquées soit par des problèmes de politique, soit par des problèmes économiques, soit par des problèmes sociaux, parfois à cause des trois également. Et donc, c'est vrai, mais peut-être qu'on y reviendra, on peut aborder la question si vous le voulez maintenant. C'est vrai qu'en 2018, en fait, parce que ce n'était pas la première tentative de prise du pouvoir par la rue, mais c'est vrai qu'en 2018, la population était prête, était mûre, en fait, à renverser le pouvoir par la rue, parce qu'il y a eu un ras-le-bol, il y a eu de l'exagération, et il y a eu de l'inconsidération par rapport à son propre peuple. Et quand il y a de l'inconsidération par rapport à son propre peuple, effectivement, le peuple descend dans la rue en masse et pour renverser le pouvoir. Donc, mais parallèlement, pour être totalement juste dans l'analyse, mais parallèlement, ces pouvoirs-là, dont on a dit ce qu'on en pensait par ailleurs, avaient la juste relation avec la Russie, qui est le parrain dans la région, avait la relation avec la Russie qui permettait d'assurer la sécurité de l'Arménie et la sécurité de l'Artsakh. Alors, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que, en réalité, ça permet une certaine stabilité de l'ensemble. L'inconvénient, c'est que ça n'encourage pas à mieux organiser le pays, que ça n'encourage pas à mieux défendre le pays, ça n'encourage pas à mieux dépenser pour armer le pays. Oui, donc ça a ses avantages. Mais le fait est de dire, la vérité nous oblige de dire qu'entre 2008 et 2018, on n'a pas perdu de territoire. Alors justement, je reprends l'exemple de 2016, de la guerre des 4 jours. On était sur ce plateau ensemble, sous Serge Sarkissian. Donc la Russie a mis très rapidement fin à cette guerre. Pourquoi est-elle restée indifférente cette fois-ci ? Vous savez, on revient à 2018, donc au fameux printemps 2018 de la révolution de velours, du mouvement populaire. C'est une révolution de couleur, appelons les choses par leur nom. Aujourd'hui, tout le monde sait en Arménie, mais au-delà de l'Arménie, bien sûr, dans le monde entier, que Nicole Pachinian a été porté au pouvoir par les ONG pro-occidentales, pro-américaines, les ONG appartenant à George Soros, et poussé, on le voit bien, et ça c'est un indice extrêmement fort, par Azadutun Radio Gayan, qui est le média des Américains, en fait, dans le monde. Et donc ça donne une force de frappe importante donc à Nicole Pachinian à ce moment-là, et par rapport à la population également, puisque la population pouvait suivre pas à pas, si j'ose dire, sa marche à travers le pays qui était couverte en direct, en permanence, 24 heures sur 24, par Azadutun Radio Gayan. Et donc, le charisme de Nicole Pachinian, sa force de caractère, sa volonté d'aboutir, ont permis effectivement de faire descendre dans la rue des centaines de milliers de personnes à Yerevan, mais aussi dans les régions. Et lorsqu'il est arrivé donc à Yerevan sur la place de la République, même si au début les choses étaient moins puissantes qu'à la fin, en fait, on a vu effectivement que la population était mûre et qu'elle avait pour référent un leader qui était prêt à aller au bout en fait de sa mobilisation. Ça a fonctionné. Avouons également, pour être totalement équilibré dans l'analyse, que le pouvoir en place n'a pas beaucoup résisté, que le Premier ministre, à l'époque il était déjà Premier ministre, Serge Sarkissian, n'a pas fait couler le sang,
et qu'à un moment donné, le pouvoir a été transmis rapidement, en fait, à Nicole Pachinian, au mois d'avril 2018, puisqu'il a démissionné au mois d'avril 2018, Sarkissian. Un peu comme El Shibé en 92, un peu comme Gamsar Khoulia ou Saakashvili en Géorgie, un peu comme ce qui s'est passé en Ukraine avec Timoshenko, ces révolutions de velours se sont toutes traduites dans les années qui suivent par un retour de bâton de la part de la Russie, et c'est traduit par des pertes territoriales. Je parle de l'Abkhazie, je parle de l'Ossétie, du Donbass, de la Crimée. À chaque fois qu'il y a eu des révolutions de couleur et des tentatives, ça s'est traduit par un retour de bâton de la Russie. Donc cette relation avec la Russie était-elle déjà, par la révolution de velours, mise en cause ? Forcément, puisque c'est la raison pour laquelle j'ai précisé que porté au pouvoir par les ONG pro-occidentales, par les mouvements de Soros, par Azadoutchounja et Nogayan, et donc en fait Nicole Pachinian était un défi à Vladimir Poutine. Il arrivait, après 20 ans de pouvoir des amis de la Russie en Arménie, il arrivait par la rue, faire tomber ce pouvoir-là, et donc il arrivait comme un défi par rapport à la Russie et au pouvoir, à l'influence de Vladimir Poutine dans la région. Donc, est-ce que c'est une punition de la part de Poutine ? Est-ce qu'il a puni le peuple arménien ? J'ai ma conviction, mais je voudrais justement y arriver par un raisonnement. Donc, à ce moment-là, lorsque Nicole Pachinian prend le pouvoir, de manière démocratique, poussé par la population, il sait que l'Arménie est un pays en guerre, il sait que l'Azerbaïdjan se surarme, il sait que la Turquie soutient de toutes ses forces l'Azerbaïdjan, il sait l'état de l'armée arménienne, il connaît l'état de l'armement, il connaît la géographie de la région, il sait que c'est la Russie qui protège la frontière avec la Turquie, il sait que c'est la Russie qui régule la paix ou la guerre dans le Haut-Karabakh. Il sait finalement que l'Arménie est très dépendante de la Russie à ce moment-là. Et à ce moment-là débute en fait une espèce de relation conflictuelle entre l'Arménie et la Russie, sur le plan des échanges, sur le plan des relations, sur le plan économique. Lorsque Pachinian dit à Poutine « Si tu m'augmentes le gaz, moi je l'achèterai ailleurs », Poutine lui répond « T'achèteras le gaz ou je te demanderai de l'acheter », par exemple. Il peut y avoir plein d'exemples comme celui-là. La relation entre les deux hommes n'est pas une bonne relation. Lorsqu'il y a un sommet à Yerevan, lorsqu'il y a un sommet à Paris, par exemple, le président de la République attend sur le perron de l'Élysée n'importe lequel des chefs d'État qui sont invités. Même le plus petit État est respecté avec l'accueil sur le perron de l'Élysée. Il y a eu un sommet à Yerevan où Poutine a attendu 10 minutes en bas de l'escalier. C'est anecdotique. C'est anecdotique, mais aujourd'hui, tous les spécialistes vous confirmeront que les 2 ans et demi de relations entre la Russie et l'Arménie du printemps 2018 à aujourd'hui n'ont pas été de bonnes relations, n'ont pas été de relations de confiance. Par ailleurs, non seulement Pachinian a effectivement destitué les amis de Poutine, mais s'en est pris aux amis de Poutine également à la suite, malgré les avertissements qui lui ont été donnés. Donc je veux dire que lorsqu'on connaît effectivement la situation dans laquelle se trouve l'Arménie par la Russie, est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on fait ça ? Vraiment. Et donc, on arrive effectivement au 27 septembre 2020, où la guerre est déclarée, où l'Azerbaïdjan rentre en guerre contre l'Arménie. Très rapidement, nous-mêmes, nous savons que, je l'ai dit à cette antenne, et je t'ai même dit, Haloud Mardi-Rossian, j'espère que je me tromperai. Je l'ai dit. J'ai dit que j'étais très très pessimiste sur le cours, effectivement, de la guerre, parce qu'on connaît le rapport de force, on sait tout ça,
D'accord. On sait tout ça. En plus, il y a eu le soutien opérationnel de la Turquie. En plus, il y a eu les 2000 djihadistes. En plus, il y a eu les 1200 soldats d'élite turcs entraînés à la guerre en montagne, etc., etc. En plus, il y a eu la supériorité militaire avec les drones, puisque ça a été aussi une guerre où l'espace aérien a joué un rôle important. D'accord. Et en plus, il y a eu le non-engagement de l'armée de métier d'Arménie. En plus, il y a eu le non-engagement de l'armée de métier d'Arménie. Oui, c'est-à-dire que pendant cette période-là, où on savait qu'on n'était déjà pas en supériorité militaire, le Premier ministre arménien n'a pas mis tous les moyens pour protéger le Haut-Karabakh, n'a pas mis tous les moyens pour remporter cette guerre, n'a pas mis tous les moyens pour protéger Chouchi, qui était pourtant le verrou du Haut-Karabakh. On disait qui prendra Chouchi gagnera la guerre du Haut-Karabakh. Chouchi n'a pas été protégé. Le Haut-Karabakh a été insuffisamment protégé. On a envoyé les gamins de 18 ans, 19 ans, qui venaient d'arriver à l'armée, qui, pour la plupart d'entre eux, n'étaient pas entraînés encore à cette guerre-là. Il y a eu beaucoup de volontaires qui sont partis, beaucoup de jogats de volontaires qui sont partis, plus ou moins entraînés eux-mêmes, d'accord, mais on n'était plus en 1991, 1992. On était dans une autre logique militaire que celle-là. J'ai pleuré lorsque j'ai entendu le président de la République du Haut-Karabakh, Arayk Harutyunyan, faire sa déclaration en disant « J'ai demandé 3000 soldats, j'en ai eu 1200 ». Lorsque les forces d'élite d'Arménie sont arrivées, j'ai voulu qu'on aille au front, elles ont refusé d'aller au front. J'ai pleuré lorsque j'ai entendu, j'ai vu effectivement de quelle manière l'Arménie avait refusé d'envoyer les forces à Chouchi. J'ai pleuré lorsque j'ai appris que Seyran Ohanian, qui était censé protéger Chouchi, a été rappelé à Ankara. J'ai pleuré quand on m'a raconté que les Azerbaïdjanais... Pardon. Seyran Ohanian n'a pas été rappelé à Ankara. Pardon, par Yerevan. J'ai pleuré lorsque j'ai appris que l'Azerbaïdjan était rentré en marchant. Les soldats azerbaïdjanais étaient rentrés en marchant à Chouchi. Mais comment expliquer cette désorganisation alors? Parce qu'on traite de traître des deux côtés. Donc on traite de traître Nicole Pachinian, mais on parle de traîtrise au front aussi. Certains généraux ou commandants auraient dit que Nicole a déjà vendu les terres, et il faut battre retraite maintenant. Comment expliquer tout ça? Je pense que je ne vais pas rentrer dans des spéculations. Moi, je ne vais pas rentrer dans des on-dit. Je déteste les rumeurs. Donc, j'essaie de raisonner sur les faits, en fait. Les faits, c'est l'armée de métier n'a pas été envoyée au Haut-Karabakh, ou très peu. Ça, c'est un fait. Pourquoi Chouchi n'a pas été défendu, alors qu'on considère que c'est le verrou du Haut-Karabakh? Qui gagne Chouchi gagne la guerre. Mais on dit souvent aussi, bon, c'est toujours des spéculations comme vous dites, mais Chouchi a été rendu par les Arméniens. Il y a ces spéculations aussi qui tournent. Moi, ce que je retiens, Vilma, c'est que cette guerre était dirigée par le Premier ministre, Nicole Pachinian, qui a la responsabilité du pays. C'est lui, il est arrivé là, je l'ai dit, en connaissance de cause. Il savait tout lorsqu'il est arrivé. La faiblesse de l'armée, la désorganisation militaire, la faiblesse militaire. Il savait tout. Le pays est en guerre. Il savait également que son arrivée ne serait pas bien vue par Moscou, qui régule la paix et la guerre dans le Haut-Karabakh, qui protège l'Arménie. Il savait tout en réalité. Alors ce qui revient souvent, c'est qu'on entend, c'est de dire que oui, mais il ne pouvait pas en 2 ans et demi rattraper ce qui n'avait pas été fait pendant 20 ans. C'est sûr, mais c'est justement... Quand on sait qu'en 2 ans et demi, on ne peut pas rattraper ce qui n'a pas été fait en 20 ans, on met en place les dispositifs avec celui qui te protège pour justement que ce qui n'est pas arrivé en 20 ans n'arrive pas non plus pendant la période où tu diriges le pays. Une question concernant les zones tampons, les 7 régions. Ouais. On sait que depuis les principes de Madrid, de Kazan, où
les principes de Lavrov, les derniers, que les 7 régions, 5+2, devaient être rendues progressivement. Et donc, pendant les pourparlers, on parlait de tout ça. Mais le peuple n'était pas au courant, on ne préparait pas le peuple à rendre ses territoires. Et au contraire, on lui disait, on n'a pas un pouce de terrain à rendre à l'ennemi et tout. Ne pensez-vous pas aussi que c'était cette dichotomie, par exemple sur nos cartes, je sais que dans ma classe d'arménien, j'ai une carte, l'Arménie et l'Artsakh sont réunis. Donc, pour nous, c'était évident que tous ces territoires étaient devenus arméniens, un point, c'est tout. Et même quand Nicole Pachinian, en août 2019, je pense, quand il a fait sa fameuse déclaration à Stepanakert, il a dit l'Artsakh et l'Arménie, et c'est un point, c'est tout. Nous étions tous contents quand il a tenu ses propos. Donc, il y a cette question aussi de dichotomie, de ne pas avoir préparé ce peuple à rendre ses territoires et avoir l'Artsakh au moins en contrepartie. Vilma, depuis 1994, il y a des négociations. Et en fait, il y a le discours public et puis il y a le contenu des négociations. Donc il est clair que publiquement, pour sa population, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan tiennent des discours maximalistes. C'est normal, c'est le sens des négociations. On demande plus pour avoir moins. Mais pendant les négociations, vous imaginez bien que pendant 26 ans, toutes les hypothèses ont été évoquées. Toutes les hypothèses ont été évoquées. Certaines ont été acceptées par l'Arménie et refusées par l'Azerbaïdjan. Donc, peu d'hypothèses ont été refusées par l'Arménie en réalité. Y compris les 7 territoires contre l'indépendance, y compris 5 territoires contre l'indépendance, etc. Donc, mais c'est vrai qu'à un moment donné, l'Azerbaïdjan refusait tout, y compris les 7 territoires, y compris les 5 territoires, refusait tout. Parce que l'Azerbaïdjan se préparait. L'Azerbaïdjan se préparait en s'armant tous les ans. En fait, à ce moment-là. Et en fait, nous avons permis ce moment-là. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, jusqu'en 2018, nous étions protégés par la Russie. Et à partir de 2018, même s'il y a eu un renversement de pouvoir, nous aurions pu continuer à être protégés par la Russie. Parce que le peuple arménien ne doit pas être pris en otage par la Russie non plus. Il doit pouvoir y avoir des changements de pouvoir, évidemment. On aurait très bien pu imaginer le renversement du pouvoir de Serge Sarkissian par Nicole Pachinian, selon la demande du peuple d'Arménie, avec un futur différent. On aurait pu imaginer effectivement que Nicole Pachinian, comprenant quelle était la géographie de l'Arménie, comprenant quel était l'entourage, comprenant que l'armée était faible, comprenant que l'économie était faible, comprenant que l'armement n'était pas à la hauteur de celui de l'Azerbaïdjan, entame des relations qui soient des relations d'amitié entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, de complicité, de poursuivre la complicité, qu'il n'y ait pas de rupture du tout, avec la politique d'avant par rapport à la Russie, qu'on puisse renforcer la diplomatie de l'Arménie, qui n'est pas une diplomatie extrêmement forte, et qu'on puisse en fait mettre en priorité la reconstruction du pays plutôt que la lutte contre les amis de Poutine, plutôt que le défi de Poutine au quotidien, plutôt que le défi de la Russie dans ses relations économiques, etc., etc. On aurait pu imaginer ça. On aurait pu imaginer effectivement que Nicole Pachinian prenne légitimement le pouvoir et continue avec la Russie la politique qui était celle de ses prédécesseurs. Pourquoi pas, finalement ? Pourquoi pas éviter cette politique de défiance-là qui nous a conduit, et je réponds à votre question, oui, je pense que cette politique de défiance-là a conduit au 27 septembre 2020, parce qu'au 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan et la Turquie ont compris que les relations entre l'Arménie et la Russie étaient mauvaises, vraiment mauvaises, et qu'ils étaient autorisés de facto à lancer la grande offensive.
Mais ne pensez-vous pas non plus que c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Azerbaïdjan ne s'arrêtait pas de s'armer en fait, hein, depuis 2011 surtout, hein, des armements lourds. Et de toute façon, cette guerre allait avoir lieu. Maintenant, le 27 septembre ou plus tard, il allait y avoir lieu. Et il y a aussi de l'autre côté, on dit aussi, certains disent aussi que cette guerre était inévitable parce qu'il y a un changement d'équilibre mondiaux. Que la Turquie voulait faire sa politique de panturquisme. Et il y a également ce tandem russo-turc qui se passe en Syrie, en Libye et pourquoi pas dans le Caucase. En Syrie, les intérêts sont divergents entre la Turquie et la Russie. Donc il y a en Libye des intérêts divergents entre la Turquie et la Russie. Il y a la plupart du temps des intérêts divergents entre la Turquie et la Russie. Ça ne veut pas dire que globalement, ils ne peuvent pas avoir une alliance entre les deux pays. Ce que l'on sait, on ne sait pas si la guerre aura finalement eu lieu. Comme le disait Hajou tout à l'heure, elle a eu lieu début avril 2016. Mais elle s'est rapidement arrêtée. Donc elle aurait pu avoir lieu comme elle aurait pu ne pas avoir lieu. On ne sait pas. Je ne veux pas spéculer sur... Je ne sais pas. Je dis juste que toutes les conditions étaient réunies là, à ce moment-là, pour que l'Azerbaïdjan et la Turquie se sentent autorisés à lancer la grande offensive, sentant effectivement que les relations entre la Russie et l'Arménie n'étaient pas au bon niveau et qu'on réessaye. On réessaye pour voir cette fois-ci quelle va être la réaction de la Russie. Alors oui, je pense que la Russie a puni les Arméniens. Et que je pense que la Russie s'en fiche complètement qu'on ait 5000 morts, qu'on ait 12 000 blessés, handicapés à vie, c'est une punition pour les 100 prochaines années. Je pense que... Et il y a 100 ans, il y avait eu le traité de Kars. C'est l'anniversaire même. C'est ce que je vous dis. Ouais. C'est ce que je vous dis. Quand aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles l'Arménie est, on prétend à gouverner l'Arménie, légitimement, on doit tenir compte de l'ensemble de ces paramètres-là. Alors si ces paramètres-là étaient connus quasiment dès le début de la guerre, au bout de 3-4 jours, pourquoi l'avoir fait durer 45 jours ? Et puis d'abord, beaucoup de spécialistes se disent, mais face à ce surarmement, cette guerre aurait dû être terminée en 5 jours, et c'était ça le plan. Au premier jour de la guerre, au premier au pluriel jour de la guerre, le Tashnak Sotiun a proposé à Nicole Pachinian de mettre en place un commandement unifié, d'accord, qui comprendrait l'ensemble des forces du pays, avec lui à sa tête, en tant que Premier ministre, pour que l'Arménie soit réunie pour diriger cette guerre-là, pour que l'Arménie soit unie, pour que dans les meilleures conditions possibles, le Premier ministre ne soit pas seul. On a quand même l'impression que l'Arménie a d'abord cherché à se protéger, à protéger l'Arménie, et que l'Artsakh, c'était un deuxième temps. Il y avait on sent une forme de dichotomie dans ce que vous dites. Non, je dis pas ça. Je dis pas que l'Arménie a cherché à protéger l'Arménie. Je pense que le sujet de ce premier moment de guerre, je ne parle pas du second moment qui va arriver, hein. Le sujet de ce premier moment de guerre n'était pas l'Arménie. Le sujet de ce premier moment de guerre était de mettre la main sur l'Artsakh. L'Artsakh en tant que bouclier de l'Arménie. C'est pour ça que le sujet du second moment de guerre, c'est l'Arménie, très clairement. Mais le premier moment, c'était de refuser tous les cessez-le-feu qui ont été proposés, qui ont été signés même, d'accord, et de prendre un maximum de territoire, parce que l'alliance turco-azérie sentait qu'il était possible de pousser l'avantage et de prendre un maximum de territoire possible. Et dans ces conditions-là, quand Pachinian l'a lui-même reconnu, le 27 octobre, ou même avant, on lui propose un cessez-le-feu là-dessus, pourquoi, connaissant la situation sur le terrain, pourquoi le refuse-t-il ? Il le refuse à ce moment-là. Alors, il y a plusieurs moments. Je ne sais pas à quel moment vous faites allusion. Dans les premiers jours de la guerre, il était possible de l'arrêter. Il était possible d'arrêter cette guerre-là, qui a continué. D'accord. Mais à un moment donné,
lorsqu'il lui a été proposé d'arrêter la guerre, en fait, il n'avait pas l'assurance que l'Azerbaïdjan et la Turquie arrêteraient l'avancée. Mais l'affaire s'est jouée avant. Oui. L'affaire s'est jouée avant. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, en fait. L'affaire s'est jouée avant. Et l'affaire, au premier jour de la guerre, aurait pu se jouer différemment également si, effectivement, Nicole Pachinian avait accepté le commandement unifié de toutes les forces de l'Arménie, y compris avec les anciens. Parce qu'ils existent, le Parti républicain existe aujourd'hui. Il est honni, peut-être, mais il existe aussi. Donc on avait proposé un commandement militaire unifié, composé de l'ensemble des forces politiques de l'Arménie, y compris avec les anciens, qui aurait pu servir à quelque chose à ce moment-là, dans la relation avec la Russie, y compris avec le président de la République d'Arménie, Almen Sarkissian, qui aurait pu servir à quelque chose aussi à ce moment-là, dans les relations avec la Russie. Y compris effectivement avec un certain nombre de forces politiques qui auraient pu servir. Et à ce moment-là, rapidement, on a évoqué la nécessaire démission de Nicole Pachinian, justement pour arrêter ça, justement pour arrêter cette guerre qui n'en finissait plus et cette guerre dont on sentait bien qu'elle nous échappait complètement. On sentait bien que l'armée de métier n'étant pas là, les jeunes qui étaient au front, les djogades, les volontaires qui étaient là, n'étaient pas suffisants. Et pourtant, il y a eu une résistance de 45 jours. Et pourtant, il y a eu une formidable, belle résistance de 45 jours. Imaginez si l'armée de métier avait été mobilisée comme il le fallait. Imaginez si l'Arménie avait mis tous les moyens qu'il fallait pour repousser l'Azerbaïdjan. Imaginez si on avait mis tous les moyens pour protéger Chouchi, pour garder Chouchi, coûte que coûte, à la vie, à la mort, pour garder Chouchi, on n'aurait peut-être pas perdu le Karabakh. Bref, c'est fait maintenant, et donc à ce moment-là, il aurait été effectivement possible, y compris avant de signer ce traité qui est un traité qui nous affaiblit terriblement. Je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler au cours de cette émission-là. C'est pas un traité, pardon, le cessez-le-feu. Les conditions du cessez-le-feu nous affaiblissent considérablement. Et là encore, à la veille de la signature du cessez-le-feu, nous avons demandé à Nicole Pachinian de démissionner. Démissionner pour ne pas signer. Démissionner pour ne pas signer. Démissionner pour passer le relais à quelqu'un qui aurait pu, le président de la République, qui aurait pu gagner du temps et qui aurait pu effectivement, avec sa relation avec la Russie, et avec finalement un objectif obtenu par la Russie, la démission de Nicole Pachinian, aurait pu figer la situation, faire durer les négociations pour qu'on n'arrive pas à ce cessez-le-feu qui est extrêmement préjudiciable, dont les conditions sont extrêmement préjudiciables pour l'Arménie et le Karabakh. Alors effectivement, on arrive à ce cessez-le-feu en 9 points, qui en fait ramène l'Artsakh grosso modo à sa situation d'avant 1991, avec un Chouchi occupé, avec un certain nombre de territoires. On revient à peu près aux frontières de l'oblast du Nagorno-Karabakh, et avec une présence russe qui en fait devient un protectorat. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment encore un vrai pouvoir alsariote? Est-ce qu'il y a une vraie démocratie alsariote légitime, avec autant de militaires russes qui en fait gardent les frontières? La vraie question est de savoir si l'Artsakh est viable aujourd'hui. Dans ces frontières-là, avec 75 à 80% de territoire en moins, avec Chouchi en moins, avec Hadrout en moins, avec Kelbadja et Lachin qui faisaient le lien avec l'Arménie en moins, la question est de savoir si l'Artsakh est viable aujourd'hui. Mais dans ces conditions-là, alors je reviens un peu, même presque en arrière, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, pourquoi en 1994, lorsqu'on sort de la guerre victorieuse, pourquoi à ce moment-là on n'annexe pas directement l'Artsakh, où on signe dans les années qui suivent une forme en fait, on considère que l'Artsakh c'est l'Arménie, j'allais presque dire point final, et ça aurait été, au moins là les choses auraient été claires. Ça n'aurait pas changé grand-chose à l'autre en réalité, parce que ça n'aurait pas été reconnu par la communauté internationale comme étant un territoire arménien. On aurait pu effectivement décider, ils auraient pu décider à ce moment-là d'annexer l'Artsakh, de réunir administrativement l'Artsakh et l'Arménie,
Comme il y a eu un référendum d'autodétermination, les Arméniens de l'Artsakh sont prononcés pour l'indépendance, qui n'a pas été reconnu par la communauté internationale, ça n'aurait pas changé grand-chose. Le partenariat stratégique de la Russie avec l'Arménie n'aurait été signé, n'aurait pris en considération que le territoire de l'Arménie et non pas l'Artsakh unifié. Il aurait eu 20 ans pour pouvoir le construire, ce partenariat stratégique, y compris avec l'Artsakh. Sur les 20 ans de négociations, on peut encore en reparler, effectivement. Je pense que la diplomatie arménienne a été extrêmement faible, en tout cas pas à la hauteur de l'enjeu. Ça, c'est une première chose. Malgré tout, face au refus systématique de l'Azerbaïdjan de signer quelque cessez-le-feu que ce soit, on était quand même dans une impasse, mais c'est ce qu'il aurait fallu dénoncer publiquement, l'impasse. En fait, à chaque fois que l'Arménie acceptait une formule, l'Azerbaïdjan la refusait, et l'Azerbaïdjan n'avait jamais l'intention d'accepter quelque formule que ce soit, si ce n'est le retour intégral du Karabakh au sein de l'Azerbaïdjan. Alors revenons à cet accord. En quoi est-il défavorable pour l'Arménie, pour la FARET Achnak-Souchoun ? Écoutez, il est extrêmement dangereux parce que premièrement, aujourd'hui, l'Artsakh est totalement enclavé, absolument pas viable. Ça va être très très compliqué de faire revenir et de faire vivre 100 000 Artsakhtsi dans cette Artsakh-là, à quelques centaines de mètres des canons de l'Azerbaïdjan. Donc c'est quand même assez compliqué. On voit quand même aujourd'hui des soldats azerbaïdjanais, certes accompagnés de soldats russes, se promener dans Stepanakert, rentrer dans des magasins, etc., etc. Psychologiquement, c'est quand même insupportable pour les Arméniens du Karabakh de voir que le soldat azerbaïdjanais se balade, même s'il est accompagné d'un soldat russe. C'est psychologiquement très compliqué. Par ailleurs, la présence russe est signée pour 5 ans. Évidemment, on imagine bien qu'elle va se renouveler, mais on ne sait pas. On imagine bien qu'elle va se renouveler, mais aujourd'hui, on n'en est pas sûr. On ne sait pas. Voilà. En fait, c'est une nouvelle épée de Damoclès qui est en permanence. C'est l'épée de Damoclès qui se rapproche encore plus. Elle était déjà là, elle se remporte. Il y a donc plusieurs épées de Damoclès. Ça, c'est le premier sujet. Si vous n'êtes pas bon avec nous, on retire nos troupes et à ce moment-là, vous perdez l'Artsakh. Oui, mais je dirais que l'Artsakh vit aujourd'hui dans un état de soumission totale. Oui. On a un Artsakh à genoux. On a des Arméniens de l'Artsakh qui vont vivre à genoux. Comment, Harout, Vilma, comment assurer la sécurité? Comment assurer l'avenir des enfants de l'Artsakh dans ces conditions-là? Quand on est une famille de l'Artsakh, est-ce qu'on va encourager à ces enfants de rester là, dans ces conditions-là? Je l'espère, mais c'est compliqué. Premièrement. Deuxièmement, Chouchi. On sait très bien, pour ceux qui sont déjà allés en Artsakh, que qui domine Chouchi domine Stepanakert également. Même s'il y a effectivement la présence russe, elle est là, on ne sait pas pour combien de temps. Minimum 5 ans, après on ne sait pas. Beaucoup de choses peuvent changer en 5 ans, dans le rapport géopolitique, dans le rapport des forces, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement défavorable. Ce qui est extrêmement défavorable également, c'est la perte de Kelbadjar et de la Chine. C'est-à-dire que ce qui reliait effectivement l'Artsakh à l'Arménie. Mais peut-être le plus grave dans tout ça, et on ne voit pas ce que ça vient faire ici, c'est d'avoir signé un accord de cessez-le-feu qui comprend le point 9 de l'accord. C'est-à-dire des corridors, pas un corridor, des corridors entre la Turquie finalement et l'Azerbaïdjan. D'accord ? Avec un libre passage, une libre circulation. En fait, ce qui a pour conséquence, d'affaiblir la frontière avec l'Iran, qui n'est plus du coup de facto sous le contrôle arménien. On perd le contrôle, on perd un peu de souveraineté de l'Arménie, on perd le contrôle avec l'Iran, qui était notre seule porte de sortie véritablement, puisqu'entouré de forces hostiles à l'est, à l'ouest et au nord. Donc c'était à peu près notre seule porte de sortie. Et donc l'Arménie est donc elle-même totalement enclavée aujourd'hui. Voilà. Par ailleurs, on ouvre la route du panturquisme. Qui est le plan conçu au début du XXe siècle, remis à l'ordre du jour, on le sait, par Erdogan de manière extrêmement puissante, d'accord ? On ouvre la route du panturquisme. Donc, c'est totalement suicidaire pour l'Arménie, cet accord de cessez-le-feu.
C'est la raison pour laquelle il n'aurait pas fallu le signer. Trouver dans ce que nous proposions à Nicole Pachinian une porte de sortie qui lui aurait été extrêmement favorable et surtout qui aurait été extrêmement favorable à l'Arménie puisqu'on aurait figé la situation et on aurait poursuivi les négociations. Alors vous qui représentez ici, encore une fois, je le répète pour nos auditeurs qui ne nous ont pas suivis, vous représentez le bureau mondial de la FRH Naksoutune. Dans les conditions de la défaite, aurions pu faire, qu'est-ce que nous aurions dû faire nous si nous étions au pouvoir? Aurions dû refuser l'accord et ne pas le signer au risque de tout perdre? D'abord, tout aurait été mis en œuvre pour que la guerre n'éclate pas. Ça, c'est la première chose. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout aurait dû être mis en œuvre pour que la guerre n'éclate pas, et c'était possible. Mais on a fait tout le contraire. Tout le contraire a été fait. Deuxièmement, il aurait fallu que la guerre s'arrête, puisqu'elle a eu lieu, très rapidement. Il y a des manières diplomatiques d'arrêter une guerre. Mais les cessez-le-feu, les 3 cessez-le-feu n'ont pas été acceptés par l'Azerbaïdjan. Je suis d'accord. Ils n'ont pas été acceptés par l'Azerbaïdjan, mais à ce moment-là, Nicole Pachinian démissionne. Il arrête le processus. Nicole Pachinian démissionne. Il contente Moscou, qui reprend la main. Le président de la République d'Arménie assume l'intérim. Il reprend la main. Et le cessez-le-feu, croyez-moi, il aurait été respecté. Le cessez-le-feu, un des 3 cessez-le-feu aurait été respecté. S'il avait démissionné avant le premier, le premier aurait été respecté. S'il avait démissionné avant le deuxième aurait été respecté. Je ne parle pas du 3e. Voilà. Je dis juste là, quand on a la responsabilité du pays, Vilma, on ne raisonne pas comme vous et moi. Quand on a la responsabilité du pays, de l'avenir du pays, de l'avenir de ces milliers de familles qui sont aujourd'hui endeuillées, de l'avenir des populations du Haut-Karabakh et demain de l'Arménie. Parce que, je l'ai dit, le plan suivant, attention, Aliyev et Erdogan ont dit ce qu'ils allaient faire. Prenons au sérieux les menaces, prenons au sérieux le plan qui est annoncé publiquement. Le plan annoncé publiquement, c'est le Zangezur, Sevan et Yerevan. Admettons qu'Yerevan, ce soit un peu plus compliqué. Mais Zangezur et Sevan, c'est totalement crédible. Et peut-être même plus rapidement qu'on le pense. Je vous signale que l'Azerbaïdjan augmente de 22% ses dépenses militaires pour 2021. Je vous signale que l'Union européenne est favorable à un nouveau partenariat avec l'Azerbaïdjan. Et donc, comme si c'était rien passé, du 27 septembre au 9 novembre. Enfin, si, comme si on considérait que la chose était jouée et que maintenant il fallait passer à autre chose. Il fallait passer à autre chose, effectivement. Ce qui est d'ailleurs le message de Nicole Pachinian. Tu as raison. Ce qui est d'abord le message. J'ai été choqué par beaucoup de messages de Nicole Pachinian, effectivement, notamment sur celui concernant Chouchi, où il justifie effectivement la perte de Chouchi, comme quoi, à quoi sert Chouchi, c'est une ville lugubre, bref. Ne rentrons pas là-dedans. Alors, je reviens sur ma question. Oui. C'est qu'est-ce que nous, par rapport à cet accord, est-ce que la FRH Naksoutune le respecte, le prend comme tel, l'acte, ou essaye de le renégocier, le dénonce? On arrive au pouvoir, Nicole Pachinian démissionne, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, aujourd'hui, dans les conditions actuelles, on demande la démission de Nicole Pachinian. Nicole Pachinian démissionne. Il y a un gouvernement de transition qui est mis en place sous la direction de Vasquez Manoukian, qui comprend l'ensemble des forces d'opposition, et on renégocie l'accord. En fait, il y a encore plein de points à négocier dans l'accord. C'est pas qu'on renégocie l'accord. Il y a encore plein de points à négocier dans l'accord, qui ne sont pas mis en œuvre. Et comme c'est un accord qui n'a pas finalement été signé sous les auspices du groupe de Minsk, puisque Emmanuel Macron nous a dit en face à face qu'il avait été totalement évincé des discussions, c'est seulement la Russie qui a fait signer cet accord-là. Et donc il faut continuer, il faut reprendre de nouvelles discussions d'un autre niveau,
Mais justement, avec la Russie. Est-ce que le groupe de Minsk existe encore? Parce que quand ils sont allés, les représentants de France et des États-Unis, il n'y avait pas le coprésident russe à Bakou ni à Yerevan. Et Aliyev les a très mal reçus. Il a dit qu'il ne leur avait pas demandé de venir là. Et à Yerevan, Araik Harutyunyan n'a pas participé à la réunion. Donc on ne voit pas une affinité entre Araik Harutyunyan et Bakou, donc qui sont pas présents ou qui ne les acceptent pas, le groupe de Minsk. Que peut-il faire encore? Le groupe de Minsk officiellement existe. Il a été affaibli par le fait que cet accord de cessez-le-feu a été signé sous le parrainage exclusif de Moscou. Mais officiellement, le groupe de Minsk existe encore. La France veut le relancer. Avec l'administration Biden, il y aura probablement une nouvelle approche de la situation, puisque Trump avait totalement sous-traité ce point-là à Erdogan. Et donc, avec l'arrivée de Biden, donc, il y a un espoir effectivement qu'une nouvelle dynamique se crée au sein du groupe de Minsk. Mais comme, pour revenir à mon propos précédent, comme cet accord de cessez-le-feu a été signé sous le parrainage de la Russie, il peut aussi encore évoluer sous le parrainage de la Russie, à certaines conditions, à condition que Nicole Pachinian ne soit plus le négociateur. On le sait, les relations ne sont pas bonnes, ça ne sert à rien. Nicole Pachinian ne réussira pas à faire progresser la partie arménienne dans les négociations, il reste encore beaucoup à négocier. Ne réussira pas à faire progresser. C'est la raison pour laquelle il y a une demande forte, peut-être pas suffisamment, de démission de Nicole Pachinian en Arménie pour qu'on puisse sauver ce qui peut encore être sauvé. Alors, parlons maintenant de cette demande de démission, parce que elle fait parler également beaucoup, notamment par beaucoup de gens qui disent oui, mais en fait, nous ne voulons pas le retour des anciens, nous ne voulons pas le retour des corrompus qui ont mis le pays à genoux et qui sont responsables de cette situation. Et en fait, donc, on met d'un côté, peut-être, ils reconnaissent que Nicole n'a pas été bon pendant la guerre, ni dans sa gestion du pays, mais en même temps, on ne veut pas le retour des anciens. C'est vrai, et moi non plus, je ne veux pas le retour des anciens. Mais on ne doit pas limiter la vie politique arménienne à une relation entre la corruption et l'incompétence. Il n'y a pas d'un côté ceux qui effectivement ont corrompu le pays et ceux qui font preuve d'incompétence aujourd'hui. Mais... Ça ne se résume pas à ça, ça ne doit pas se résumer à ça, la vie politique en Arménie, sinon ce serait extrêmement triste et ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la renaissance de l'Arménie dans certaines conditions, dans la redynamisation de sa vie politique, et on ne peut pas toujours nous opposer le fait que vous êtes contre Nicole Pachinian, donc vous êtes pour le retour des anciens, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas que ça dans la vie politique arménienne, il n'y a pas que Nicole Pachinian et que les anciens. Non, mais on ne voit pas aussi l'apparition de nouvelles forces, justement, qui sont plus progressistes, qui peuvent aller au-delà de Nicole Pachinian, parce que ceux qui sont réunis sur la place de la République à Yerevan sont quand même les anciens, c'est le parti... J'ai beaucoup de tristesse à entendre ces propos-là, mais que j'accepte avec beaucoup d'affection. Mais en fait, non. J'ai passé une semaine à Yerevan. Donc j'ai discuté avec beaucoup de monde. J'ai discuté avec beaucoup de supporters de Nicole Pachinian. Mais en me présentant, j'ai discuté avec beaucoup de supporters de Nicole Pachinian. J'ai discuté avec, évidemment, beaucoup de membres du parti Tashnaksutyun. J'ai discuté avec beaucoup de journalistes, des uns et des autres. J'ai discuté avec des diplomates. Et j'ai vu la réalité des choses. Je sais que c'est le Tashnaksutyun qui dirige cette opération-là. Je sais que je vois bien effectivement que dans les 17, de manière non masquée, il y a aussi le Parti républicain, il y a aussi Arménie prospère, de manière non masquée, puisqu'ils sont là, ils sont présents en tant que tels, et ils sont présents dans les meetings, etc., etc.
Mais évidemment que nous sommes très conscients de la volonté du peuple d'empêcher le retour des anciens, parce qu'on a mal vécu sous les anciens. Je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai tenu à le dire en propos introductifs, comme prise de parole première, c'est on a mal vécu à cause de la corruption, on a mal vécu à cause d'un système économique ultralibéral qui privilégiait la force de la minorité contre la majorité. On a mal vécu à cause de l'injustice sociale, on a mal vécu à cause d'une concentration des richesses, on a mal vécu parce qu'il n'y a pas eu d'effort de développement économique de l'Arménie et de création de zones de création d'emplois. Vous avez souvent abordé cette question à l'autre mardi Rossian, de zones de création d'emplois fortes. On a beaucoup souffert parce qu'à un moment donné, beaucoup de familles ont été contraintes à sortir du pays, à aller à Moscou ou en Occident. On a beaucoup souffert. On le sait, mais on n'a pas perdu de territoire. On n'a pas perdu de territoire. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est Nicole Pachinian ou les anciens. Je représente un parti qui, effectivement, n'a pas réussi sa percée en Arménie depuis quelques dizaines d'années, mais qui représente cette force progressiste-là, qui représente la démocratie, qui a une ouverture vers l'extérieur plus qu'une structure mondiale, effectivement, donc à l'expérience démocratique, l'expérience des libertés, l'expérience du développement économique, d'un modèle économique, de modèles économiques différents, l'expérience du sacrifice pour l'Arménie et le Ralabar, puisque je voudrais vous signaler que le Tashnak Soutune a beaucoup donné pour les guerres du Ralabar, la résistance, etc. D'expérience également de soutien du pays, quels que soient les régimes. Que ce soit sous Terre Pétrosian, où nous avons été interdits, où nous avons été emprisonnés, que ce soit sous Kocharian, Sarkissian ou Nicole Pachinian, toutes nos organisations, le Home, Hayok Nuchan Miuchun, la Croix-Bleue en France, on continue le soutien humanitaire, le Home est très présent, Hamas Kain avec le développement culturel, les bureaux du Haïtal, du CDCA à travers le monde, y compris pendant la période Terre Pétrosian, on continue à travailler en faveur de l'Arménie, du renforcement de la diplomatie de l'Arménie. Voilà. Nous, on est ce parti-là, on est ce mouvement-là, qui, quels que soient les régimes, on est au service de l'Arménie. Et donc, je précise aujourd'hui, je sais Vilma, je voudrais juste terminer, pardonne-moi, je précise aujourd'hui que l'expérience de la gouvernance du Tashnak Soutune n'a pas été approuvée, mais pourquoi pas aujourd'hui ? Et pourquoi pas aujourd'hui faire le lien entre l'Arménie et la diaspora, considérer que l'Arménie n'est pas un pays de 29 500 km² avec 2,5 millions d'habitants, mais effectivement un ensemble avec 13 millions d'habitants à travers le monde. Alors, ce qu'on lui reproche justement, c'est vrai que le Tashnak Soutune est à travers le monde et il aide quels que soient les partis au pouvoir en Arménie, mais on lui reproche cette coalition avec les anciens. On n'oublie pas ça. Et les gens, ils veulent vraiment pas revenir. Voilà. À cette époque. Absolument. Alors en fait, je pense que le rejet est tellement fort des anciens qu'on ne se souvient pas des conditions dans lesquelles on a participé aux différents gouvernements. D'abord, je voudrais dire que sous Robert Kocharian, donc en 1998, on n'a pas participé aux 10 ans de gouvernement de Robert Kocharian parce qu'on a participé à plusieurs gouvernements avec effectivement des ministres de l'éducation, de l'agriculture, des affaires sociales, etc. On a participé à divers gouvernements, mais comme on était très en opposition avec la politique sociale, économique, nous voulions avoir l'agence contre la corruption, justement, sous Kocharian, on ne l'a pas eu. On est rentré, on est sorti, on est rentré, on est sorti. Il y a même des moments où, lorsqu'on était dans le gouvernement, en fait, on avait déclaré que nous n'assumons la responsabilité que de nos ministères. Sous Serge Sarkissian, sous les 10 ans de présidence de Serge Sarkissian, on n'a été que 2 ans et demi au gouvernement. La première année, on est sorti à cause des protocoles arméno-turcs qui étaient impulsés par le pouvoir en place, le rapprochement avec la Turquie, l'Azerbaïdjan, etc. Donc on est sorti du gouvernement. On est rentré en 2016 de manière tout à fait inopportune et en tenant absolument pas compte de nos intérêts électoraux, puisqu'en 2017, il y avait des élections. On est rentré en 2016 parce qu'on sentait effectivement que le Serge Sarkissian de 2016
n'était plus le Serge Sarkissian de 2009 et que nous avions une carte à jouer parce que toute notre stratégie, c'était d'influer de l'intérieur, d'être à l'intérieur, d'influer de l'intérieur pour faire progresser le gouvernement, pour faire évoluer le pays en disant qu'il vaut mieux être partenaire des gouvernants pour justement apporter sa contribution directement. Alors pourquoi ça a changé en 2018 Le deuxième effet, la deuxième raison, et je pense que vous n'y serez pas insensible, c'est de ne pas laisser tout le pouvoir au Parti républicain. Rentrer dans le gouvernement pour ne pas laisser tout le pouvoir au Parti républicain. Pour qu'à l'intérieur du gouvernement, on puisse avoir une influence, on puisse se battre, on puisse débattre, on puisse apporter nos particularités. Est-ce qu'il vaut mieux laisser tout le pouvoir au Parti républicain ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on ait un mouvement comme le Tashnak Soutioun qui pense jamais à son image, qui pense jamais à ce qu'on pense de lui, qui fait les choses parce qu'il pense qu'elles sont bonnes pour le pays. Et nous pensions que pour le pays, c'était bon de rentrer dans le gouvernement pour effectivement influer de l'intérieur. Mais on n'a pas pensé que ça allait salir notre image. Moi, si, parce que moi, je suis dans la communication. Et moi, je suis très malheureux de ça. Je suis très malheureux parce que je sais que j'appartiens à un parti dont la priorité, c'est d'agir pour le peuple, d'agir pour l'Arménie, d'influer positivement et jamais de penser à son image-là. Ce qui donne des résultats électoraux catastrophiques en Arménie. Et j'en suis extrêmement peiné parce que nous ne méritons pas ça. Parce que nous méritons d'être mieux compris. Mais c'est de notre faute. Mais c'est de notre faute. Si nous ne sommes pas mieux compris, mieux acceptés par la population en Arménie, c'est pas à cause de la population. C'est de notre faute. Parce que nous, on privilégie, mais un jour ils le comprendront. Parce que nous, on privilégie l'intérêt du pays et du peuple par rapport à l'intérêt de notre propre parti. Contrairement à ce que nos opposants disent. Contrairement à ce que nos opposants disent. Alors justement, puisque on peut essayer d'influer de l'intérieur, on peut essayer de faire changer les choses, et puis justement là-dessus, n'aurait-il pas fallu accompagner Pachinian, y compris parfois en ne s'énervant pas contre lui quand il prenait des décisions qui étaient certes contestables, mais voilà, on a su aussi mettre de côté un certain nombre de décisions quand il s'agissait de Robert Kocharian ou de Serge Sarkissian. On a essayé, puisque lorsque la révolution de Velour a eu lieu et que Pachinian a pris le pouvoir de manière totalement légitime, il nous a sollicité pour qu'on rentre dans son gouvernement. On a refusé parce qu'on ne se sentait pas, du coup, nous, légitimes de rentrer dans son gouvernement. Il a beaucoup insisté. Et donc, nous avons accepté de rentrer dans le gouvernement de Pachinian. Mais on s'est rapidement rendu compte que le gouvernement de Pachinian est totalement centralisé autour de sa personne, sans autre considération pour les membres du gouvernement. La preuve, c'est que depuis 2 ans et demi, en fait, il y a eu la valse des ministres qui ont démissionné, qui ont été démissionnés, qui ont démissionné, qui ont été démissionnés, les ministres, les vice-ministres, les fonctionnaires, etc., etc. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où on ne pouvait pas. Nous, on a l'habitude d'exprimer ce qu'on pense. Et on l'a exprimé, ce qu'on pensait. Alors, même y compris quand on a participé dans les différents gouvernements de Kocharian et de Sarkissian, on n'a jamais cessé d'exprimer ce qu'on pensait. Et on n'a pas été dégagé des gouvernements précédents parce qu'on exprimait ce qu'on pensait. Là, on a été dégagé du gouvernement Pachinian parce qu'on exprimait ce qu'on pensait. Pour quelqu'un qui se fait le chantre de la démocratie, et il est arrivé par la démocratie au pouvoir, c'est pas correct. C'est pas correct. Et c'est ce qui nous a empêchés de poursuivre justement dans ce gouvernement-là. Je vais vous dire, au moment où on négociait avec Serge Sarkissian pour l'entrée dans le gouvernement en 2016, la négociation a pris 1 an, parce qu'on a mis plein de conditions en place pour rentrer au gouvernement. Au même moment, nous avions des propos extrêmement durs contre la gestion du Parti républicain, la gestion du pouvoir du Parti républicain. Nous, on nous prend comme on est, d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne fermera jamais notre gueule. On ne cessera jamais d'exprimer ce qu'on pense, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. On n'est pas un partenaire facile, d'accord ? Donc on nous prend comme on est. Nous, on s'exprime toujours en faveur des intérêts de l'Arménie et des Arméniens tels que nous les concevons, et c'est souvent d'ailleurs à notre détriment en termes d'image, parce qu'en fait, toutes les raisons pour lesquelles nous sommes fiers
d'être Tashnaksagan en diaspora, c'est pour nous des désavantages en Arménie. Le parti qui combat beaucoup la Turquie, etc., dans le monde entier, c'est un désavantage en Arménie parce que la population, ça lui fait peur. Le parti qui a été sans concession sur le Rajabar, qui a beaucoup donné sur le Rajabar, etc., ça fait peur à la population d'Arménie parce qu'elle pense qu'on est un parti de guerre, etc. Le fait qu'on ait un parti pan-national, etc., c'est pas le sujet de la population d'Arménie parce que la population d'Arménie, et c'est totalement légitime, elle pense à remplir son frigo et le 15 du mois, il n'y a plus d'argent sur le compte, etc. Elle pense aux études de ses enfants et c'est totalement légitime, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé d'amener, en participant à divers gouvernements, la fibre sociale, la fibre progressiste, la fibre égalitaire, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'accès aux soins, que ce soit dans l'agriculture, la possibilité de donner plus de pouvoir aux agriculteurs, etc., etc. On a essayé d'apporter ça. Mais on n'a pas eu le temps de le faire. On n'a pas eu suffisamment. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, entre les anciens et Nicole Pachinian, il y a d'autres possibilités. Et surtout, si on réduit le prisme de la vie politique à cette dualité, on est assez pauvre. On est assez pauvre. Et c'est pas parce qu'on nous impose cette dualité qui est imposée qu'il faut l'accepter. On ne veut pas s'imposer ça. Il y a aussi une forme de caricature. On a l'impression qu'on essaye de mettre. Alors Pachinian en a beaucoup abusé. Les blancs contre les noirs, les révolutionnaires contre les contre-révolutionnaires. Maintenant, on parle du mouvement du peuple contre le mouvement des élites, puisqu'aujourd'hui, on a quand même les deux catorigos, on a la plupart des partis d'opposition, on a des corps constitués, le président de la République, on a tout un certain nombre de corps qui ont affirmé leur volonté de la démission de Nicole Pachinian, et lui qui en fait s'en remet à la volonté du peuple, cette volonté du peuple qu'il n'a pas sollicité néanmoins pour l'accord de cessez-le-feu. Oui, comme vous l'avez dit, moi j'ai été interrogé par les médias en Arménie lorsque j'ai voulu faire peu de médias, j'ai fait 2 télévisions, qui voulaient savoir quelle était la position de la diaspora par rapport à la problématique de la démission de Nicole Pachinian. J'ai dit la diaspora est divisée, la diaspora est partagée. On a d'un côté effectivement le Tashnaksun et toute sa famille, on a l'UGAB, on a les églises à travers le monde apostoliques arméniennes qui sont pour la démission de Nicole Pachinian. On peut s'interroger, peut-être c'est une question, sur la légitimité des églises de s'insérer dans la vie politique arménienne. Si c'est une question, j'y répondrai tout à l'heure. Et puis on a aussi beaucoup de supporters qui ont porté Nicole Pachinian au pouvoir en 2018, qui ont cru en Nicole Pachinian et qui veulent continuer à croire en lui, qui veulent continuer. Et c'est légitime, même si moi je ne le comprends pas. Mais c'est pas grave, c'est légitime. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils pensent. La pensée unique fait pas partie de notre culture. Donc les gens ont le droit, y compris après la défaite, y compris après la capitulation, y compris après la signature en solo de cet accord par Nicole Pachinian. Il a encore ses supporters, il a ses détracteurs. C'est la vie publique en Arménie. Et concernant toujours les 17 qui sont sur la place de la République, on n'entend pas parler des élections anticipées. Tandis que hier, je pense, Nicole Pachinian, hier soir, il a parlé des élections anticipées. Comment peut-on expliquer qu'il ait encore autant de soutien après une telle défaite ? Parce qu'il a quand même beaucoup de soutien, et ces gens-là, ils demandent surtout des élections. Ils ne veulent pas qu'on leur prenne le pouvoir, et cela peut s'appeler un coup d'État, parce que Vasken Manoukian, il a fait appel à l'armée et à la police. Alors, beaucoup de choses dans votre question. La première, c'est que, comme vous dites, les 17 qui sont sur la place de la République appellent à un processus qui conduit à des élections anticipées. Donc, appellent à la mise en place d'un gouvernement de sécurité publique, dirigé par Vasken Manoukian, qui devrait de toute façon être élu par le Parlement en tant que Premier ministre. Sinon, il peut pas être Premier ministre. Donc, constitutionnellement, le Parlement doit l'élire. Et donc, les partis d'opposition demandent effectivement qu'au terme d'un processus d'1 an, en fait, des élections anticipées soient organisées. Voilà.
Il se trouve que hier, Nicole Pachinian a accepté l'idée d'élection anticipée, donc il l'a accepté hier sur un message Facebook qui est son média favori, donc il a accepté des élections anticipées et il a précisé qu'il en préciserait les termes à l'opposition dans les jours qui viennent. Donc après, pourquoi il a encore autant de supporters? Je pense qu'on est dans un phénomène totalement normal où on ne brûle pas aussi vite ce qu'on a adoré. C'est-à-dire qu'on a adoré, il a été adoré par le peuple d'Arménie, par une grande partie du peuple d'Arménie au printemps 2018, et 2 ans et demi après, c'est trop tôt. Y compris après cette défaite, y compris après la capitulation, y compris après la signature en solo de l'accord de cessez-le-feu. C'est quand même terrible d'avoir signé en solo cet accord de cessez-le-feu. Lui qui disait, même si on ne croyait absolument pas, qu'il a dit 10 fois, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, 10 fois qu'il conditionnerait la signature d'un accord sur le Haut-Karabakh à la consultation du peuple. Et que ce serait le peuple qui déciderait, comme tout d'ailleurs. Il n'a jamais consulté le peuple jusqu'à maintenant. Hein. Il a dit, je vous appellerai sur la place de la République, la fameuse la place de la République, etc., pour vous décidiez... Le discours du 30 juillet. Du 17 juillet. Du 17 août. Oui, 17 août 2018. Il a dit ça. Évidemment que ce n'est pas faisable. Évidemment qu'on ne lui reproche pas ça. Mais on voit bien quelle démagogie, en fait, sous-tend l'activité de Nicole Pachinian. Et nous, on est effarés par le fait qu'il a pris sur lui cette responsabilité tout seul de signer cet accord sans consultation du président de la République, sans consultation du ministre des Affaires étrangères, sans consultation du Parlement, sans consultation des forces d'opposition qui existent quand même, qui font partie du pays. Et alors que nous lui avions proposé de collectiviser tout ça et de gérer ensemble la guerre, de gérer ensemble les conséquences de la guerre, ce qu'il a toujours refusé. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Pourquoi il a refusé ça? Aujourd'hui, on a des frontières de l'Arménie qui sont totalement affaiblies. Il n'y a pas de protection aux frontières. Il n'y a pas de protection à Sotk. Il n'y a pas de protection dans le sud de l'Arménie, où le Tashnakshoun a été obligé d'envoyer à la demande du ministère de la Défense. À la demande du ministère de la Défense. Nous, à qui on donne 5 ou 6% des voix, on est toujours content de nous retrouver quand le pays va mal. On nous a demandé d'envoyer des centaines de volontaires dans le sud de l'Arménie pour garder la frontière. Bon, on le fait, d'accord ? Parce qu'on veut, on est là aussi pour défendre le pays, quel que soit le gouvernement. On est là pour défendre le pays, on est là pour défendre les intérêts du pays. On n'a pas cessé pendant cette guerre-là. À travers le monde, vous croyez qui organisait toutes les manifestations, qui organisait tous les rendez-vous politiques, qui organisait toutes les pétitions à travers le monde entier? Qui faisait ça? Donc, effectivement, on se retrouve aujourd'hui dans une position extrêmement délicate, et le fait que Nicole Pachinian ait accepté finalement le principe d'élection est une bonne chose. Nous préférons effectivement la solution que nous avons proposée, celle d'un intérim en fait qui permettrait d'apaiser un peu la situation, de réorganiser le pays, de reprendre langue avec Moscou pour continuer à négocier ce qui reste à négocier. Il y a encore beaucoup à négocier. Et nous considérions que Vasquez Manoukian, qui ne fait pas partie des anciens, qui a été Premier ministre de Levon Ter-Petrosian, qui a été ensuite candidat contre Levon Ter-Petrosian en 1996, mais qui n'a jamais eu d'activité de connivence avec le Parti républicain, pouvait être cette personne dont la sagesse, dont l'aura internationale, dont la proximité avec Moscou, sa capacité de rassemblement, pouvait être l'homme de la situation dans ce moment-là, qui pourrait durer 1 an, au cours desquels on devrait négocier ce qui reste à négocier. Ce que refuse pour l'instant Nicole Pachinian, qui propose des élections. Le fait de proposer des élections, c'est une bonne chose, mais on va se retrouver dans une campagne électorale au moment où on devrait mettre toute notre énergie à négocier.
Voilà. Donc le principe est bon, le timing est mauvais, et surtout la priorité du moment est de se retrouver pour continuer la négociation. Alors justement, question de nos auditeurs sur notre page Facebook, nous aussi. Un de nos auditeurs nous demande, mais pourquoi ne pas demander, dans le cadre pour préparer ces élections, la formation d'un gouvernement d'union nationale qui réunirait l'opposition et la majorité pour préparer ces élections. Et puis, autre question, c'est comment vous, qui est un peu dans le même registre, c'est comment vous voyez les 3 prochains mois de la situation politique en Arménie. Sur la première question, c'est ce que nous proposons. C'est exactement ce que nous proposons. Nous proposons un gouvernement d'union nationale qu'on appelle gouvernement de sécurité nationale. Mais qui ne pourrait pas être dirigé par Nicole Pachinian. Non, on considère qu'aujourd'hui, il ne peut pas diriger un gouvernement d'union nationale, qu'il a signé ce document-là, qui ne peut pas lui permettre de continuer à négocier puisqu'il l'a signé, premièrement, que deuxièmement, on va on va pas demander à Pachinian de développer des relations avec Moscou qu'il n'a pas su développer depuis 2 ans et demi. Or, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Moscou qui a la main sur ce cessez-le-feu et ses conséquences. Et donc, c'est pas compliqué à comprendre. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Il n'est pas en mesure de négocier. Il n'a pas l'oreille de Moscou, il n'a pas la considération de Moscou, et il a signé déjà l'accord de cessez-le-feu. C'est quand même simple à comprendre. Donc on veut un gouvernement d'union nationale pour que ces premiers mois de l'année 2021 servent à la négociation pour continuer à progresser, et puis des élections au bout. On a dit 1 an, parce qu'on pense qu'il nous faut effectivement quelques mois pour continuer à négocier. À la place de ça, effectivement, il propose des élections, mais il ne compte pas démissionner pour le moment. Voilà, il ne compte pas démissionner pour le moment. C'est une erreur. C'est une erreur. Voilà. Et c'est une erreur encore qu'on risque de payer très cher. Alors, autre question qu'on a sur les réseaux sociaux qui concerne la FR Taşnak-Suçun, on dit, mais on a l'impression que la responsabilité est pour tous les autres, mais que la FR Taşnak-Suçun n'a pas de responsabilité dans la situation actuelle. Qu'en est-il? Est-ce que vous estimez que la FR Taşnak-Suçun a une part de responsabilité? J'essaie de chercher la responsabilité du Taşnak-Suçun, c'est pour ça que j'ai pris ce petit moment. Je ne vois pas. Je pense que le Taşnak-Suçun n'a jamais été en position de diriger le pays, puisqu'on a eu entre 4 et 13% des voix dans toute l'histoire dès les élections de l'Arménie indépendante, qu'on a essayé d'influer. Et on nous l'a beaucoup reproché en rentrant dans ces gouvernements-là. On a essayé d'influer de l'intérieur. Donc je suis désolé de dire que non, nous n'avons aucune responsabilité dans cette situation-là. On a beaucoup alerté, on nous a peu écoutés. Et donc aujourd'hui, si on nous avait un peu plus écoutés, on n'en serait probablement pas là. Toujours, on nous pose des questions sur le choix de Vaskel Manoukian. Alors vous l'avez commencé un peu à l'évoquer, mais beaucoup considèrent qu'il représente en fait ce monde ancien et que ce qu'a apporté Nicole Pachinian, c'était justement sa nouveauté, le fait qu'il était neuf dans le monde politique. Alors, on peut faire la différence entre les anciens et le monde ancien dans votre vocabulaire. Oui, faisons la différence. Les anciens, c'est le Parti républicain. Le monde ancien, c'est le monde d'avant. Ok. Je préfère le monde d'avant. Je vais vous dire quelque chose. Je préfère le monde ancien. Si le monde ancien nous aurait permis de ne pas perdre le pays, je préfère le monde ancien. Le monde ancien, en fait, par rapport au nouveau monde de Pachinian, qui a été un monde très perturbé, très conflictuel, les Noirs, les Blancs, les élites, le peuple, la démagogie, la communication sur les réseaux sociaux, la dénonciation des uns, la dénonciation des autres, le limogeage de tout le gouvernement plusieurs fois, la création d'un clivage alors qu'il avait l'opportunité, en ayant 80 à 90% des voix à un moment donné, il avait la possibilité d'être le rassembleur du pays, celui qui, dans l'union, dans l'unité, Arménie, diaspora, pouvait conduire le pays vers son développement, un véritable avènement démocratique, la puissance de l'Arménie à travers le monde. Finalement, au contraire, il a mis en place cette politique clivante. Voilà. Alors je préfère le monde d'avant, pas le monde du Parti républicain, et c'est la raison pour laquelle notre choix s'est porté sur Vaskel Manoukian,
qui, je le répète, n'a eu aucune connivence jamais avec les anciens, avec le Parti républicain, a été Premier ministre de Levon Ter-Petrosyan, dont on sait comment il a combattu le Tachak Southioun, Levon Ter-Petrosyan. Ensuite, il a été candidat contre Ter-Petrosyan à la présidentielle. Une élection dont tout le monde dit qu'elle a été gagnée par Vasken Manoukian et confisquée par Levon Ter-Petrosyan. Tout le monde le dit aujourd'hui. On oublie de rappeler qu'il y a eu les chars dans Yerevan à ce moment-là. Il y a eu les chars dans Yerevan à ce moment-là. On ne parle plus de la période de Levon Ter-Petrosyan. Il y a beaucoup de choses à dire aussi dans le cadre de l'affaiblissement du pays, parce que ça a été les premières années de l'indépendance, et on pense qu'on n'aurait pas dû aborder les premières années de l'indépendance avec un personnage aussi clivant que celui-là, et aussi, aussi diviseur. Et donc oui, Vasken Manoukian était la personne qui pouvait, de manière assez consensuelle, rassembler pour faire la transition. On insiste bien pour ce sujet-là. Vasken Manoukian n'est pas l'avenir de l'Arménie. C'est la transition dans un moment dur, dans un moment difficile. On a besoin de rassemblement. On a besoin de continuer à négocier les conditions du cessez-le-feu. Donc, ce que je voulais dire aussi, que les supporters, entre guillemets, de Nicole Pachinian lui reprochent de ne pas avoir assez fait, de ne pas avoir tenu ses promesses. Ils lui reprochent ce trop de velours parce qu'il parlait contre ces inégalités, la réforme du système judiciaire, et on lui reproche de ne pas avoir tenu, surtout le système judiciaire, de ne pas l'avoir changé, Je vais modifié. continuer la question de Vilma. Oui. En fait, n'a-t-il pas aussi échoué dans sa lutte contre la corruption? Parce qu'en fait, il y a très peu d'enquêtes qui ont abouti. Mais, et puis, il était porteur d'une volonté de modernisation du pays, notamment sur le plan sociétal, la place accordée aux femmes, la place accordée aux minorités, etc., et que l'on ne retrouvait pas chez les anciens. Il y avait une vision très traditionnaliste de la société. Et en fait, c'est aussi ce mouvement-là que certains n'ont pas envie de voir revenir. C'est-à-dire une société sclérosée qui reste sur elle-même. Et c'est justement un parti progressiste comme la FR Tachak Southioun devrait être le moteur de ce genre de demande sociétale. Bien sûr. Alors, à la décharge de Pachinian, 2 ans et demi, c'est assez court aussi pour mettre en place tous les points que vous venez de signaler. La réforme de la justice, même si c'est mal pris à mon avis, effectivement les réformes progressistes que vous évoquez, Hajout Mardi-Rossian, c'est des réformes d'un mandat. Donc 2 ans et demi, ça peut être extrêmement court. Mais effectivement, c'est ce que nous avons toujours apporté dans nos réflexions gouvernementales, dans nos programmes gouvernementaux, une vision plus progressiste, plus égalitaire, avec plus de place effectivement pour les femmes, avec plus de justice sociale, avec plus de place dans l'éducation pour tous, la santé. Voilà, on a apporté pendant les différentes campagnes électorales qui se sont succédées ces particularités-là qui ne vont pas de soi en Arménie. Alors l'autre point aussi... Et c'est peut-être parce qu'elles ne vont pas de soi en Arménie aussi que nous n'avons pas réussi à nous faire entendre. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'étais en novembre 1990 en Arménie, c'est la première fois que j'y allais, et j'y allais avec Huraj Manoukian, qui était à l'époque le président du bureau mondial du Tachak Southioun, et je me souviens très bien qu'à chaque fois que nous étions invités, en fait, nous étions souvent invités chez les gens là-bas, en fait, les femmes étaient à la cuisine et les hommes étaient autour de la table. Et Huraj Manoukian se levait et disait « Je ne mangerai pas tant que les femmes ne seront pas autour de la table. » Voilà. Et en fait, les femmes étaient gênées par ça, étaient gênées par ce discours-là, qui gênait les femmes et qui était mal pris par les hommes. Et donc nous, en apportant effectivement ces espèces de réformes, visions de progrès, paradoxalement, on ne gagne pas non plus la population. Alors l'autre point, vous l'avez commencé à l'évoquer, mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Le temps nous est maintenant un peu compté. Je reviens sur cette formule qui a été utilisée, il faut passer à autre chose et se focaliser, Pachinian l'a dit dans une de ses interventions, sur le développement économique de l'Arménie. Donc tout miser maintenant sur le fait de dire ok, maintenant ce qui compte c'est l'amélioration des conditions de vie de l'Arménie, y compris ce qui a été évoqué non pas par lui mais par un certain nombre de députés chez lui qui ont dit il faut maintenant qu'on ouvre la frontière avec la Turquie, nous devons avoir des relations normales avec l'Azerbaïdjan, y compris de commerce,
Pachinian lui-même a dit que cette corridor du Zangezur pouvait être une chance pour pouvoir mieux exporter. Quel est votre avis? Quel est l'avis de la FR Attachakstoun là-dessus? Je pense que vous le devinez. Nous sommes totalement opposés, effectivement, comme nous étions opposés à Serge Sarkissian au moment des protocoles. On a été très violemment opposés à Serge Sarkissian au moment des protocoles dans le monde entier en Arménie. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes forces qui étaient derrière les protocoles qui sont derrière ça? Il y a eu plusieurs tentatives, vous avez raison de le souligner. Il y a eu plusieurs tentatives, vous vous en souvenez. Il y a eu le TARC également à un moment donné. Il y a eu effectivement d'autres tentatives. Il y a eu les protocoles. Ce sont des tentatives qui veulent permettre effectivement la mainmise de la Turquie et de ses alliés sur cette région du monde. Parce que n'oublions pas que si il y a effectivement une libéralisation des accords avec des relations avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, que on oublie tout. En fait, la condition, c'est on regarde l'avenir, on ne regarde pas derrière nous, on ne regarde pas le passé. Donc, les questions de génocide, les questions d'Artsakh, ces questions-là ne doivent pas être évoquées. On doit évoquer la question du développement économique. Et comme l'Arménie, comme la Turquie et l'Azerbaïdjan sont quand même des États dont la puissance économique dépasse largement les capacités de l'Arménie, demain, en fait, l'Arménie sera la Turquie. Je schématise. Économiquement, la Turquie sera achetée. La Turquie et l'Azerbaïdjan développeront des industries en Arménie, que des sociétés turques s'installeront en Arménie, que les Arméniens seront employés par des sociétés turques et azerbaïdjanaises. C'est exactement ce projet-là qu'ils veulent nous proposer pour effacer complètement la mémoire, pour effacer complètement les revendications, pour effacer complètement toute identité arménienne. J'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui est dans ces milieux-là, après la guerre, ça devait être vers le 15 ou 16 novembre, que je connais bien, qui est dans l'univers, que tu connais aussi, qui me dit... on est très peiné par ce qui s'est passé, on pense beaucoup à vous, mais maintenant c'est terminé, regardez l'avenir. Regardez l'avenir, beaucoup d'industries turques, et on va faire venir beaucoup d'industries turques et azerbaïdjanaises en Arménie, vous verrez, on va développer le pays, on va créer une économie compétitive, les Arméniens d'Arménie auront du travail, ils ne quitteront pas le pays, etc., etc. C'est le danger, effectivement, des déclarations du ministre du ministère de l'économie d'Arménie qui a tracé le chemin. Et c'est effectivement comme, je vais être un peu plus clair que ça, comme l'organisation des mouvements d'opposition depuis 15 ans en Arménie était une constante. On a eu le mouvement de Rafi Ovanessian, on a eu les Sasnalzorej, on a eu Yerevan électrique, et puis on a eu effectivement Pachinian et ça a marché. Eh ben, on a eu le TARC, on a eu le FRAT, voilà, je cherchais, on a eu le TARC, on a eu le FRAT, on a eu la diplomatie du football avec les protocoles, tout ça n'a pas marché, et là maintenant on veut imposer un pays à genoux, on a mis ce pays à genoux, et on veut imposer à ce pays à genoux, en fait, eh ben, ce nouveau protocole de développement de relations économiques, ce nouveau cadre économique et de relations avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Voilà ce qui nous attend demain, et ce qui nous attend aussi, et je vous assure que ce n'est pas de la fiction, ce qui nous attend aussi, c'est que les menaces d'Aliyev et Erdogan sur la prise du Zangezur et de Sevan à minima, en fait, soient exécutées. Alors, comment on se prépare? Dernière question. Comment on se prépare, puisque le constat est fait d'une nouvelle guerre possible? La conclusion, c'est comment on se prépare pour éviter de nouveau une nouvelle défaite? Eh bien, on fait pas tout ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'on prend la responsabilité de démissionner quand on est Nicole Pachinian. On prend la responsabilité au nom de l'intérêt du pays, au nom de l'intérêt du moment, en fait. Au-delà de l'intérêt du pays, au nom de l'intérêt du pays, en ce moment-là où on a besoin de retisser des liens avec notre allié, celui qui est censé protéger l'Arménie, avec notre allié, à condition de ne pas mépriser notre allié,
à condition de ne pas défier notre allié, à condition de ne pas le challenger, mais d'être un partenaire qui est un partenaire constructif. Et peut-être que le prochain challenge, c'est celui de construire une Arménie à 13 millions d'habitants. Évidemment, pas 13 millions d'habitants qui habitent le pays, mais un monde arménien à 13 millions d'habitants qui représenterait peut-être un intérêt plus fort pour un certain nombre d'États. Moulad Papazian, merci pour cet échange franc sur la situation en Arménie. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. J'ai juste, Harout, j'ai accepté cette émission et je vous remercie de m'avoir invité. J'insiste sur le fait que je ne parle pas en tant que coprésident du CCAF, mais je parle en tant que membre du bureau mondial de la FRA. Vous avez remarqué que j'ai été sans langue de bois et que j'ai vraiment voulu parler en sincérité, parce que je pense que la pensée unique ne doit pas réguler les relations dans le monde arménien. Je sais que ça me vaudra un torrent de critiques probablement sur les réseaux sociaux, mais assumons nos particularités, assumons notre sincérité, assumons nos convictions, et elles sont faites pour faire progresser l'Arménie et non pas pour défendre un homme, un régime ou un pouvoir. Merci à vous et merci pour cette précision. Chers auditeurs, je ne vous dis pas à la semaine prochaine, mais à l'année prochaine, puisque nous serons déjà en 2021 pour notre prochaine émission. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.